Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Cinérama, bonjour à tous, merci de nous être fidèles. Alors, comme d'habitude, nous allons vous parler de deux films. Alors, l'un qui est très attendu, et l'autre qui est un tout petit peu moins, il faut le dire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas attendu, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Donc, le très attendu, c'est évidemment Dunkerque de Christopher Nolan. Un tout petit peu moins attendu, c'est un film qui s'appelle Été 93 de Carla Simone. On va vous faire un petit panorama de DVD que vous pouvez voir tranquillement chez vous, un petit film à la télé, et puis évidemment les annonces pour la semaine prochaine. Samuel Douer, complice de plusieurs émissions, est là et bien là. Bonjour Pierre. Bonjour Samuel. Donc on va parler de Dunkerque. Alors Dunkerque, c'est le film de Christopher Nolan. C'est une sorte de, pas de défaite, mais c'est curieux, puisque c'est une sorte de défaite de l'époque, mais qui est considérée par les Britanniques comme une immense victoire, puisque c'était des 300 000, un peu plus même, d'Anglais coincés à Dunkerque après la campagne de France désastreuse, c'est-à-dire qu'on est en mai 1940, fin mai, début juin, et il s'agit de faire rapatrier les troupes en Angleterre, ce qui pose quelques problèmes parce que les Allemands sont toujours là et ils bombardent. Petit extrait de la bande-annonce. The enemy tanks have stopped. Why? Why waste precious tanks when they can pick us off from the air like fish in a barrel? There are 400,000 men on this beach. He's coming back round. He's coming back round! Alors, ce film, pas si long que ça, parce que moi je m'attendais à 2h50, 3h22. Pour Christopher Nolan, c'est très court. C'est très court, et même pour des fresques comme ça... Oui, ça fait 1h40. 45, ce qui est tout à fait correct. Alors, Sam, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est un film un peu déconcertant pour moi, parce que voilà, le film s'appelle Dunkerque, donc on s'attend à une espèce de grande fresque sur qu'est-ce qu'a été cette évacuation. Ça y est. Ça y est, mais pas beaucoup, en fait. C'est-à-dire que Nolan a vraiment fait le parti pris. En fait, c'est pas un film de guerre, c'est un film de survie. C'est-à-dire c'est comment des soldats coincés à Dunkerque, avec les Allemands qui leur bombardent, qui leur tirent dessus, comment vont-ils réussir ou pas à s'en sortir? C'est un film de survie, comme très à la mode actuellement, enfin, Leonardo DiCaprio, presque, voilà. c'est presque ça. Le parti pris de Nolan, c'est de faire vraiment un film en immersion, c'est-à-dire c'est vie ma vie de soldats coincés à Dunkerque, qu'ils soient sur la plage, sur un bateau ou dans les airs. Donc c'est très impressionnant, c'est-à-dire qu'il y a c'est presque la réalité virtuelle, quoi. Vraiment, ça tourne partout, il y a des bruits, il y a la caméra qui bouge, beaucoup. Donc le film est super impressionnant de ce point de vue-là. J'attends le mai toujours dans ces cas-là. Mais voilà, le problème c'est que ça pourrait se passer n'importe où. C'est-à-dire que le film c'est à Dunkerque, mais honnêtement il aurait pu faire la même chose, on va dire, pendant le débarquement en Normandie, il aurait pu faire ça sur une plage du Pacifique lors de la guerre contre les Japonais, ça reviendra à peu près au même, quoi. Moi ça me gêne un peu, parce qu'on est parti sur un film qui s'appelle Dunkerque, et il n'en parle pratiquement pas, en fait, du contexte. Mais alors à ce moment-là, est-ce que tu attendais qu'il fasse ce qu'on faisait il y a 40 ans, Daryl Zanuck, puisque je suis en train de lire un bouquin sur lui avec Le jour le plus long, où il y avait des Français, style Bourvil, Françoise Roset, qui faisaient de la figuration intelligente. Pas aller jusque-là, mais parce que là, pour le coup, c'est un peu plombant, ça. Mais, il y a Week-end à Zuidcote. Nous avons fait un film français comme ça, Week-end à Zuidcote, Henri Verneuil, avec Belmondo, qui était un peu ça. Le problème, c'est mais justement, il y aurait peut-être un entre-deux, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, je sais que le film est très impressionnant, mais il en devient presque abstrait. L'autre écueil du film, c'est qu'on a
Alors, Nolan aime beaucoup diffracter alors j'allais y son venir, montage, son écriture. Donc, on passe sans arrêt d'un personnage à l'autre. On n'a pas le temps de s'y attacher. Et c'est vrai que les personnages deviennent un peu désincarnés et presque abstraits. Alors moi, je vais commencer par le mais, en répétant très brièvement ce que tu viens de dire. Oui, il y a un mais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est connu pour ne pas aimer les histoires linéaires, et donc il les saucissonne en quelque sorte. Et évidemment, c'est vrai juste quand on est en train de se dire le pauvre gars là, qui embarque et qui fait 3-4 bateaux et puis qui chaque fois, on a envie de s'attacher à lui, manque de bol, on est déjà parti ailleurs. Donc il y a ce mais c'est quand même extrêmement, mais vraiment bien fait. C'est un film quand même extrêmement très bien fait. Alors, ça dépend à quel niveau on se trouve. Donc, parce qu'il y a les 3 niveaux avec les 3 temporalités différentes sur la plage, sur le bateau, dans les airs. Les 3 sont bien faits. Alors, moi, je trouve vraiment sur le bateau, c'est assez extraordinaire. Et surtout les bateaux qui coulent. C'est-à-dire que là, c'est encore plus claustrophobique, encore plus angoissant que Titanic, quoi. Vraiment, on est dedans, on a l'impression d'étouffer. C'est vraiment très fort. Moi, j'avoue que les scènes de combat aérien, alors déjà, j'ai pas compris grand-chose. Je suis peut-être pas spécialiste d'aviation. Moi non plus, mais enfin, en gros, tu vois. On reconnaît pas trop les avions. Mais tout le monde dit c'est les Allemands, enfin, c'est les Spitz, machin. Donc tu sais bien que. Mais quand on est dans le cockpit avec je sais plus quel est l'acteur. Ça. Je sais plus. On est dans le cockpit avec le capitaine de la Royal Air Force, et donc il y a un avion allemand au-dessus ou en dessous, on sait jamais trop. Qui est qui là, au bout d'un moment, moi, je suis un peu perdu, quoi. C'est un film... Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un film patriotique. C'est-à-dire que c'est un film à l'ancienne. Oui. Il y a Kenneth Branagh qui fait une apparition, mais il se croirait pratiquement dans une pièce de Shakespeare où il voit les troupes, le désastre d'abord, et puis quand il voit arriver les petits chalutiers comme ça qui vont aider... On a envie de crier bravo à la fin, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, ce que tu disais, c'est qu'en France, le Dunkerque, c'est un peu une raclée pour nous. C'est une raclée. Mais pour eux aussi, pour les Anglais, c'est une victoire dans la défaite. C'est ce que disait Churchill, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est quand même, ça a été une vraie défaite militaire. Ils ont même eu peur, alors qu'on devine un peu dans le film, ils ont eu peur à leur retour au pays d'être lynchés. Et en fait, on les a applaudis parce que les gens avaient un peu anticipé en disant ils sont de retour au pays, on va pouvoir se battre à nouveau. Et c'est parce qu'ils ont pu rentrer là, ils ont pu orchestrer cette incroyable opération de rapatriement qu'ils ont pu ensuite gagner la guerre avec l'aide des Américains. Bon, enfin, petite réserve faite, c'est quand même pas mal. C'est un film très impressionnant, mais on va dire qu'il parle davantage aux tripes qu'au cerveau. Voilà. On peut dire ça comme ça. Mais les tripes, c'est important quelquefois. Deuxième film, pas le même budget. Non, ça doit pas le même budget, pas tout à fait la même histoire non plus. Donc ça s'appelle Été 93, d'une réalisatrice espagnole, Carla Simón, je pense, et c'est l'histoire d'une petite fille dont les parents meurent et qui est recueillie un été par son oncle, sa tante et sa cousine. Donc, et c'est le difficile apprentissage de cette petite fille qui a pas un secret, mais dont tout le monde essaie de préserver un léger secret. On commence par voir un petit extrait de la bande-annonce. Ai, és la nena de la germana de l'Esteve? Sí. Pobreta. Ara és la meva germana. Els esclaus d'en Gep fangaven, Sant Joan li dava el grau. Aquesta filla meva era de pronòstic reservat. Joder, mamà. I a tu encara més, que podies haver acabat igual. Vale, ja, mama. Maria, prou. Com es va morir la meva mama d'abans? Alors, c'est bien. Ah oui, c'est un très joli film. Très joli film. Je vais faire un mais après. Alors, vas-y, c'est un très joli film. Oui, alors c'est vraiment un film à hauteur d'enfant. Enfin, c'est le point de vue de la petite fille qui s'appelle Frida, qui est de bout en bout. Et c'est pas toujours facile de réussir à tenir ce principe sur 1h40 à peu près. Constamment, on est dans le regard de l'enfant, donc avec une perception qui est forcément très différente de celle d'un adulte. Donc, c'est pour ça que le film peut sembler parfois un peu lacunaire,
parce que voilà, on est vraiment dans la logique de compréhension de cet enfant qui, alors d'une part, elle est orpheline à 6 ans, donc elle est on va dire en position un peu de survie, donc elle se blinde, on va dire, pour être voilà, pour supporter ce qui lui arrive. C'est la semaine de la survie. Voilà, exactement. C'est la semaine de la survie. En fait, elle refoule complètement ses émotions, ce qui donne des scènes un petit peu étranges parfois. Et le film va raconter comment elle va découvrir sa nouvelle famille et laisser, qui est très bien. Qui est très bien d'ailleurs, oui, qui est très bien. Tout le monde est très bien. Les Les comédiens adultes sont très bien. Et la petite fille et sa petite partenaire, qui est une autre petite fille qui est encore plus jeune, qui a 3 ans, elles sont formidables, quoi. Vraiment super bien dirigées. Et voilà. Et donc le film va raconter comment cette petite fille, en gros, va laisser l'émotion revenir à elle. Et donc, en gros, accepter en fait le deuil de ses parents. Alors il y a une fin qu'on ne racontera pas, bien que ce ne soit pas un vrai dénouement en quelque sorte. On s'y attend un peu. On s'y attend un peu, mais c'est vraiment très joliment fait, cette espèce de crise de larmes comme ça, ou brusquement, comme tu dis, le sentiment revient. Alors, pour aller vite, moi je suis tout à fait d'accord. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de comparer des films à d'autres, parce qu'on est là pour ça, nous, des critiques. Et la réalisatrice est la première à parler. Voilà. Alors, il y a quand même 2 films comme ça, l'un est espagnol, qui sont un peu les références d'une enfant, d'une gamine qui a perdu ou sa mère ou ses parents dans le Canada. Et l'un, c'est le film de Carlos Saura, Cría Cuervos. Il y a pas mal d'années maintenant. 75. Mais qui a un peu la même histoire, sauf qu'il y avait l'Espagne politique. Pour que ça il y avait une dimension un peu imaginaire, fantastique. Voilà. Et de l'autre côté, en France, il y a une autre petite fille qui a elle aussi perd sa mère, c'est Ponette de Jacques Doyon, avec ce film absolument sublime qu'il faut d'ailleurs conseiller, les deux, si on ne l'a pas vu, de les voir. Et les 2 films, celui de Carlos Saura et celui de Jacques Doyon, sont tellement au-dessus par la mise en scène, par ce qu'ils disent sur la vie, la mort, la douleur, le chagrin, que je trouve celui-ci, avec toutes les qualités, un peu mineur. Il est un petit peu sage par rapport effectivement. Alors, pour quand même saluer le travail de Carla Simon, c'est une jeune réalisatrice que j'ai pu interviewer. Donc, vous pouvez lire l'interview sur Télérama.fr. Mais on ne manquera pas. Donc, évidemment, elle est la première à citer ces 2 films, notamment Ponette, puisqu'en fait, elle m'a expliqué qu'elle s'était inspirée non seulement du film, mais aussi de la manière de Jacques Doyon de travailler avec la petite Victoire Tivissol dans le film, pour elle-même travailler avec ces jeunes comédiennes. Elle s'est beaucoup inspirée du film, et c'est voilà, donc elle-même est la première à reconnaître ses influences un peu écrasantes, et je suis d'accord, le film est effectivement un ton en dessous. Ça reste quand même vraiment un très très joli film, on a tout à fait très touchant, et avec vraiment une grande qualité qui est de ne pas appuyer sur le pathos, parce qu'on pourrait en essorer des mouchoirs avec un sujet pareil. C'est vrai. Le film est constamment dans la retenue, mais sans faire non plus ça. Non, mais c'est ce que j'appelle des petites perles, parce que c'est vrai que peut-être que ceux qui nous écoutent n'auraient pas eu la tentation d'y aller parce que... Oui, parce que le sujet ne donne pas forcément très envie. En fait, c'est bien. La nature est très bien filmée, par ailleurs. Voilà, c'est vraiment un c'est pas aussi bien que les 2 autres, mais c'est très bien. C'est bien. Voilà. Parfait, on est d'accord. Alors, on passe à notre petite séquence DVD. Depuis quelques semaines, on choisit un DVD plutôt récent et un du patrimoine. Alors, le récent, on a choisi le film de Guillaume Canet qui s'appelle Rock'n'Roll. Pourquoi ? Alors, parce qu'on n'est pas très fan du cinéma de Guillaume Canet, réalisateur à Télérama. On avait été quand même particulièrement sévère, mais je crois à juste titre, sur les petits mouchoirs. Là, moi, j'ai de l'indulgence, parce qu'en gros, c'est l'histoire d'un type, Guillaume Canet lui-même d'ailleurs, à qui une comédienne dans un film dit t'es pas le Cador du coin. T'es pas Gaspard Ulliel ou Pierre Ninet. T'as fait ton temps. Voilà, en gros, tu es un peu vieux, quoi. Tu es un peu has-been. Ça le vexe beaucoup. Et il commence à vouloir rajeunir. Et bon, c'était l'idée d'une petite comédie un peu classique. Moi, ce qui me plaît dans ce film, c'est qu'il y va à fond. Oui. Enfin, je veux dire, le cinéma français est toujours très prudent pour ce genre de choses. Et là, à partir du moment où Guillaume Canet, qui interprète donc Guillaume Canet, le faux ou le vrai, on ne sait pas, mais décide, il y va à fond. C'est-à-dire qu'il ne nous épargne rien de sa transformation physique. À un moment donné, il devient presque monstrueux,
quelque sorte. Tous ses amis s'écartent de lui. Sa compagne, Marion Cotillard, est désolée dans un premier temps de le voir. Et c'est ça qui me paraît plutôt audacieux, c'est qu'il n'y a pas eu des trucs en disant « Ouais, je me suis trompé, je redeviens beau. » Non, il va jusqu'au bout de son truc. Est-ce que, voilà, oui, c'est ce qui est assez plaisant dans le film. Alors, le film est plutôt drôle par ailleurs. Un peu long. Un peu longuet, voilà. C'est vrai que la satire du cinéma français est très, très amusante et finit par tourner un peu en rond. Après, voilà, effectivement, le côté jusqu'au boutiste de Canet, il peut être très intéressant comme réalisateur. Alors, Les Petits Mouchoirs, c'était une catastrophe. Son remake des Liens du sang, la Blood Ties, qu'il a fait aux États-Unis. Mais je crois que même lui, c'est pas entièrement de sa faute. Hein. Il n'a pas pu faire tout ce qu'il a voulu. C'était un film aux États-Unis, donc c'était pas très bon. Mais dans son tout premier film, Mon idole, il y avait déjà quelque chose d'assez grinçant. Il ne le dit à personne, c'était voilà, bien. Il peut avoir un rapport un peu grinçant à ces personnages qu'on retrouve bien dans ce film-là, d'autant plus que c'est sur lui-même qu'il est grinçant. Et il y a les apparitions de Johnny Hallyday. Oui, qui est très drôle. Marion Cotillard est assez marrante parce qu'au début du film, elle ne parle qu'avec l'accent canadien parce qu'elle est en train de préparer le tournage du film de Xavier Dolan. C'est assez marrant, faut reconnaître. Voilà, donc il y a quand même deux, trois détails sur la vie privée du couple Canet-Cotillard. Mais c'est surtout vraiment le fait qu'il ne sacrifie pas au happy end, ou s'il y a happy end, c'est pas celui qu'on attend. Exactement. Voilà, c'est plutôt ça. Donc voilà, donc vous voyez, on peut aller voir au Rock'n'Roll si on ne l'a pas vu en salle. Et alors, pour le patrimoine, c'est un petit hommage à un comédien qui vient de nous quitter. C'est Martin Landau, donc grand comédien américain. Comédien de second rôle, parce qu'il n'a jamais eu vraiment de premier rôle. Il était tellement bon dans les seconds rôles qu'on ne lui en proposait pas des premiers. C'est ça, c'est triste. Mais alors, quand il a fait vraiment des rôles, des seconds rôles il faut le signaler déjà, parce qu'on le trouve partout. Il joue un méchant aux côtés de James Mason. Dans La mort aux trousses. C'était son deuxième film, hein, mais alors, quelle apparition. Quelle apparition formidable. Bon, le héros, c'est évidemment Cary Grant. James Mason, c'est le méchant. Et l'allié du méchant, c'est lui. Il est formidable. Très, très sadique. Il est parfait. Super méchant. Et puis un Woody Allen qu'on connaît aussi quand même bien, qui est un Woody Allen dramatique, qui s'appelle Crimes et délits, où il a le rôle principal. Où il a un rôle, pareil, pas très sympathique. C'est le rôle d'un ophtalmologiste qui veut se débarrasser de sa maîtresse, qui commence à être un peu pénible. Et voilà. Et là, on trouve partout ces DVD. Voilà. Et tu voulais insister évidemment sur... C'est un de ses films tardifs. C'est pareil, encore une fois, un second rôle. Mais quel second rôle? C'est dans le film Ed Wood de Tim Burton, dans lequel Martin Landau joue le rôle de Bela Lugosi. Donc Bela Lugosi, c'était cet acteur hongrois qui a été le Dracula le plus célèbre à l'écran. C'est ça. Un personnage un peu compliqué, qui était morphinomane au dernier degré, très nostalgique de sa Hongrie natale. Et donc il fait une composition mais sidérante dans le film. Qui lui a valu l'Oscar. Et qui lui a valu d'ailleurs, au bout de sa troisième tentative, il a eu l'Oscar du meilleur second rôle, entièrement mérité. Il est vraiment prodigieux dans le film, quoi. Il vole presque la vedette à Johnny Depp qui joue le rôle de Ed Wood. Alors ça, on le trouve donc chez Touchstone. Et on peut le trouver en VOD aussi assez facilement. Voilà, très facilement. Donc un petit hommage à un comédien qu'on aime bien, qui n'a jamais été une star, mais qui aurait pu l'être. Et bien on passe à notre film télé. Et ce film télé, c'est The Queen de Stephen Frears. Qu'on a vu et revu, mais qu'on peut toujours revoir. Voilà. Hélène Mirren. Et Hélène Mirren en Élisabeth II, donc voilà. À une période très particulière, c'est au moment où Lady Diana meurt sous le tunnel de l'Alma. Et donc la crise, il y a une crise qui a failli mettre à bas la monarchie britannique, c'est-à-dire qu'ils avaient résisté à la décolonisation, à la défaite à Dunkerque. Mais là, ça a vraiment failli se tourner très très mal pour la monarchie. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'elle ne comprend pas. Ah non. Elle ne comprend pas ce qui se passe, elle ne comprend pas cette ferveur populaire. Et je trouve que c'est très bien que Frears le mène presque comme un combat, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la vieille dame mourante, mais qui est quand même très vive, c'est Elisabeth, et la morte vive, qui est là comme un fantôme, quoi. Enfin, et c'est Lady Di qu'on ne voit pas, puisqu'elle est morte, sinon en photo, ou adulée par la foule. Et juste, il y a un plan où on la voit pratiquement sourire en disant « je t'ai eu quand même ». Oui, exactement. C'est très très fort. Et alors dans le film, donc c'est sur The Queen, il y a aussi une très très belle prestation de Tony Blair. Enfin, Michael Sheen, qui joue Tony Blair, qui est assez savoureux quand même, qui a à la fois le beau rôle dans l'histoire et qui en même temps apparaît comme un type un peu bizarre, quoi. Enfin, vraiment, le film est vraiment très sympa. Un ambitieux, mais assez plouc aussi. Donc c'est assez, voilà, donc il y a vraiment il est très très drôle, Michael Sheen. Mais de part, voilà, je trouve que c'est vraiment très fort de montrer que
le pouvoir, parce qu'on parle beaucoup de pouvoir actuellement, le pouvoir aveugle, et parce qu'ils ne comprennent rien. Et alors, si, le portrait savoureux aussi, c'est la reine mère qui cherche du gin partout. Qui du gin partout, et le prince Philippe, qui est une espèce d'odieux personnage crétin. Donc, c'est assez virulent. Et Stephen Frears, il est assez bon dans tout ce qui est la satire, et je crois qu'il n'aime vraiment pas beaucoup la monarchie anglaise. Bon, c'est un programme assez riche et varié. Alors, la semaine prochaine, pour notre Cinérama de la semaine prochaine, on vous parlera alors d'un film. Alors, c'est pas qu'il est attendu, c'est qu'il est hyper attendu. C'est évidemment Valérian et la cité des 1000 planètes de Luc Besson. Et notre petite perle, la petite perle habituelle, ce sera donc Transfiguration, d'un jeune réalisateur qui s'appelle Michael O'Shea. Merci Samuel. Merci Pierre. Et à la semaine prochaine. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.